Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission spéciale Smart Patrimoine dédiée à l'accompagnement des entrepreneurs. Une émission que vous pouvez retrouver sur Bismart for Change, sur les réseaux sociaux de Bismart for Change, en replay sur bismart.fr et bien sûr en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Comment accompagner les entrepreneurs dans leurs enjeux du quotidien? Comment intégrer leurs problématiques de croissance mais aussi de gestion tous azimuts? Comment apporter une réponse urgente aux problématiques nombreuses des dirigeants qui construisent leur première ou leur 10e entreprise? Voilà les sujets qui vont nous animer dans Smart Patrimoine. En première partie de l'émission, nous ferons le point sur les enjeux des entrepreneurs en 2025 et sur le quotidien de ces derniers avec Pascal Turquetil, entrepreneur international, investisseur et mentor. Puis en deuxième partie de l'émission, nous ferons un focus sur l'accompagnement des entrepreneurs au quotidien avec cette fois-ci Laetitia Van de Waal, fondatrice de Andromé, Clémentine Piazza, fondatrice de In Memory et Johan Rivalan, directeur de la banque privée d'UBS. Puis nous ferons le bilan de cette émission dans la troisième partie de l'émission dans l'œil de l'expert avec Johan Rivalan, directeur de la banque privée d'UBS. On se retrouve tout de suite pour la première partie de cette émission. Quelles sont les problématiques des entrepreneurs? Que veut dire être entrepreneur en 2025? Voilà le sujet qui va nous animer dans la première partie de cette émission. Et pour cela, nous avons le plaisir de retrouver sur le plateau de Smart Patrimoine Pascal Turquetil. Bonjour Pascal Turquetil. Bonjour Nicolas, merci pour cette invitation. Merci d'être avec nous. Vous êtes entrepreneur international, investisseur et mentor. Vous avez dirigé pendant 25 ans le groupe Muller. Alors le groupe Muller, c'est une ETI industrielle qui réalisait jusqu'à ce que vous la cédiez plus de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'était 1000 personnes employées et présentes dans plus de 50 pays. Une PME familiale que vous avez que vous avez rejoint et que vous avez transformé en ETI. Vous êtes également très investi, Pascal Turquetil, au sein du MEDEF et du METI sur les sujets de transmission d'entreprises familiales, mais aussi d'accompagnement à l'international d'entreprises. La question que j'ai envie de vous poser pour débuter cette discussion, c'est en 2025, quels sont les enjeux des entrepreneurs? Quels sont les questionnements? Alors j'imagine qu'il y en a des fiscaux, mais au-delà de ça, la vie d'un entrepreneur au quotidien en 2025, elle ressemble à quoi? Alors la vie d'un entrepreneur, elle est assez vaste et chargée en ce moment parce qu'il y a plein de sujets qui ne sont pas que des sujets professionnels qu'il doit intégrer. Il y a des sujets professionnels, personnels et familiaux. Ce qui est important pour un entrepreneur, c'est de rester équilibré. D'accord. L'équilibre entre la vie familiale et la vie professionnelle. Exactement. D'accord. À un moment où il y a peut-être des difficultés, un climat anxiogène, avec des difficultés à gérer, et puis toujours garder le cap, rassurer ses équipes, montrer la voie. Donc l'incarnation du dirigeant est très importante pour pouvoir rassurer, identifier les sujets les plus prégnants, et puis s'assurer que finalement tout le monde va dans le bon sens au sein de sa propre entreprise. À côté de cela, il y a plein de sujets exogènes, bien sûr, dont il n'est pas responsable, des difficultés. Alors souvent on dit difficultés, mais moi je parle souvent d'opportunités. D'accord. Donc l'entrepreneur transforme la difficulté en opportunité pour développer son entreprise. Puis il doit embarquer ses équipes en permanence, que ce soit pour des développements en France, des développements à l'international, anticiper également les questions d'ordre politique, réglementaire. Il y a un peu de lobbying également derrière tout ça. Donc il y a plein de sujets qui aujourd'hui peuvent tirailler l'entrepreneur. Donc il doit garder le cap, rester stable, confiant, et puis surtout amener ses équipes à eux aussi garder cette confiance, parce que la question de la stabilité, de l'attractivité de l'entreprise sont des points essentiels dans la vie quotidienne du dirigeant. Être rassurant et innovant vis-à-vis de ses équipes et de son activité professionnelle et garder du temps quand même pour une vie privée, familiale, c'est possible ça, Pascal Turquetil? Oui, vous disiez mes engagements différents. Évidemment, j'ai été président de mon ETI familiale, mais à côté de ça, j'ai pris des rôles dans pas mal d'associations en professionnel. Donc, vous le citiez, le MEDEF International, le METI, la Chambre de commerce et d'industrie également par Île-de-France, mais aussi le mentorat. D'accord. Donc, il y a un institut qui s'appelle l'Institut du mentorat entrepreneurial, où on accompagne des dirigeants. Et on s'aperçoit que les questions, elles tournent évidemment sur la partie professionnelle, mais énormément sur ce qui est rarement abordé. Il faut ouvrir les chakras sur l'équilibre de vie. Si le dirigeant est déséquilibré parce que manque de temps pour sa famille ou pour lui-même, à un moment, on trouve une instabilité, un déséquilibre au moment où il gère sa propre entreprise. D'accord.
Il y a un effet vase communicant, en fait. D'accord. Ou c'est un cercle vertueux, ou ça peut devenir une sorte de cercle vicieux, si je comprends bien. Le temps n'est pas extensible. Oui, Donc, il faut bien le répartir. Et souvent, les dirigeants, il faut attirer leur attention là-dessus en se disant, mais si tu es bien équilibré dans ta vie, tu seras donc plus rassurant. Toi-même, tu auras le sourire le matin parce que tu ne seras pas perturbé par des problèmes personnels ou familiaux. Et tu seras d'autant plus fort pour pouvoir amener l'entrepreneur lui-même à se développer de mieux en mieux avec ses équipes. Alors ça, Pascal Turquetil, j'ai envie de dire, c'est facile à dire à un entrepreneur, beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques, des règles à respecter pour s'assurer de préserver sa vie privée ou familiale? Oui, alors, il y a une question de légitimité à tout ça. C'est-à-dire que quand un entrepreneur parle à un autre entrepreneur, immédiatement, les chakras s'ouvrent, il y a un climat de confiance, un climat de confidentialité, et ces sujets qui sont souvent rarement abordés, personnels et familiaux, D'accord. eh bien, ils Oui, en parce qu'on dit parlent. toujours que tout va bien. Mais bien sûr, Oui. le dirigeant doit être fort, ne pas montrer Rassurant, qu'il y a des difficultés. bien sûr, donc Et ça va. donc, dans ce climat, on peut dire, de confiance, cette bulle un peu particulière, à ce moment-là, il peut se livrer. D'accord. Et la plupart du temps, il y a beaucoup de questions à traiter. Parce que nous-mêmes, en tant que dirigeants, quand on parle à un autre dirigeant, on va pas lui appeler, lui apprendre son métier. Bien sûr. Il comprend parfaitement son secteur d'activité. Ce qu'on va lui apporter, c'est de la hauteur de vue et comment il peut transformer positivement son entreprise. Mais son métier, généralement, il le connaît. Il y a des questions qui peuvent se poser sur l'investissement, l'innovation, le recrutement, le développement international, l'équilibre de sa gouvernance. Mais avant tout, il faut que lui-même, il soit bien dans sa peau, dans ses baskets, et qu'il puisse anticiper au mieux les problématiques. En même temps qu'il puisse s'ouvrir vers d'autres dirigeants. Donc moi, je crois beaucoup également au temps consacré par un dirigeant à rencontrer d'autres dirigeants. Pour échanger entre pairs. Dans d'autres secteurs d'activité, échanger avec d'autres pairs, que ce soit en France ou à l'international. On voit les mêmes questions qui se posent, pas simplement en France. Donc, quand on fait cela, on prend de la hauteur de vue. D'accord. Et puis, on trouve des solutions auxquelles on n'avait pas pensé. Mais c'est quoi concrètement des solutions? C'est plus délégué, avoir une gouvernance plus diversifiée, moins être engagé dans tous les sujets, alors que on sait que quand on crée son entreprise, forcément, on a envie que ça aille dans la direction qu'on a décidé, et donc on vérifie aussi. Alors, ça dépend de la taille des entreprises. Bien sûr. On ne parle pas de la même façon à une start-up, une TPE, une PME, un dirigeant de TI. Mais ce qu'on retrouve généralement la plupart du temps, c'est comment hiérarchiser les priorités. Il y a tellement de choses à voir dans une entreprise. Et tous les jours. Et tous les jours, et même toutes les heures. Bien sûr. Qu'il faut pouvoir également avoir une stabilité avec un état-major, une gouvernance qui lui permet d'être en confiance et de partager le travail en émancipant ses collaborateurs. Un bon dirigeant, c'est celui qui sait s'entourer de grands talents meilleurs que lui-même. Et lui, c'est le chef d'orchestre qui va pouvoir les tirer vers le haut, incarner la suite, les rassurer, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais ça permet surtout de pouvoir guider sur les transformations positives de l'entreprise. Le dirigeant, il doit rassurer, avoir une voix qui va permettre d'émanciper, de développer les talents de ses collaborateurs autour de lui. Dernière question, Pascal Turquetil. Le thème de cette émission, c'est l'accompagnement de l'entrepreneur. L'entrepreneur, il a souvent commencé seul ou avec des équipes réduites. Pour arriver à ce schéma que vous dites, où on arrive à déléguer à des gens de confiance, meilleurs que soi dans des domaines différents, comment est-ce qu'on fait cette transition? J'imagine que c'est pas simple de réussir à lâcher et de faire confiance à d'autres qu'on a recrutés pour ces sujets-là. Il y a une question de posture, en fait, du dirigeant. Et rien ne vaut l'exemplarité, c'est-à-dire expliquer que dans d'autres entreprises, c'est possible. C'est-à-dire que cette mutation, cette transformation, il ne faut pas qu'elle l'agresse lui-même. D'accord. Il faut que ce soit décidé, voulu, et qu'il ait envie de pouvoir le faire. Et il y a plein de mécanismes aujourd'hui, des phénomènes d'accompagnement avec nos entreprises qui sont engagés dans des mouvements patronaux, mais aussi la BPI, qui le fait également avec les accélérateurs, le METI, le MEDEF, les CCI. Donc on peut se faire accompagner pour ça? Bien sûr, bien sûr. Alors, encore faut-il le vouloir. Donc l'idée, et merci pour m'avoir invité aujourd'hui, c'est que les entrepreneurs le sachent. D'accord. Ils peuvent avoir accès à tous ces groupements d'entrepreneurs qui sont à leur service, finalement, pour pouvoir les accompagner dans des moments souvent émotionnellement difficiles, parfois irrationnels, de transmission d'entreprise, de transformation d'entreprise, d'acquisition, de cession. Donc tous ces sujets qui se multiplient, d'autres entrepreneurs l'ont déjà vécu. Et là, il y a évidemment, on ouvre encore les chakras, il y a une confiance dans l'échange qui permet de trouver les bonnes solutions.
Merci Pascal Turquetil de nous avoir accompagnés dans la première partie de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes entrepreneur international, investisseur et mentor. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de l'émission où l'on fera un focus sur l'accompagnement de l'entrepreneur. Comment savoir bien s'entourer lorsque l'on est entrepreneur? Voilà le sujet qui va nous animer à présent sur le plateau de Smart Patrimoine. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Clémentine Piazza. Bonjour Clémentine Piazza. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes fondatrice de In Memory. Nous avons le plaisir d'accueillir également Laetitia Vandeval. Bonjour Laetitia Vandeval. Bonjour. Vous êtes fondatrice de Andromé. Et enfin, nous avons le plaisir d'accueillir également Johan Rivalan. Bonjour Johan Rivalan. Bonjour. Vous êtes directeur de la banque privée d'UBS. On va commencer avec vous, Clémentine Piazza. Vous êtes fondatrice de In Memory, entreprise de pompes funèbres que vous avez créée alors que vous avez eu un début de carrière en tant que salarié. Vous avez décidé de quitter un grand groupe, une grande foncière immobilière pour vous lancer dans la création d'une entreprise de pompes funèbres. Est-ce que vous pouvez nous raconter quel a été le déclic et quel a été votre parcours jusqu'à aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Alors, le déclic, concrètement, c'est que j'ai accompagné une personne dont j'étais très proche dans l'organisation d'obsèques. D'accord. J'ai eu envie ensuite d'agir pour que le secteur soit moins commercial et plus orienté sur le service à la personne. D'accord, plus En humain. tout cas, c'est ce qu'on a souhaité pour In Memory. Enfin, donc, on a créé effectivement les pompes funèbres In Memory qui sont aujourd'hui à Lyon, Bordeaux, Nantes et Paris. D'accord. Et ma vision, c'est de faire de ce métier un métier de service. Donc, par exemple, on reçoit les familles pas dans des boutiques, mais dans des bureaux chaleureux pour leur permettre de souffler et d'arriver à déposer leurs souhaits. On a aussi réduit les catalogues. D'accord. Très concrètement, on ne propose pas 40 cercueils parce que ça ne me semble pas pertinent. Je suis convaincue que ce n'est pas un souhait des Français. Donc, on a clarifié l'offre pour les soulager aussi et pour avoir plus de temps pour l'essentiel, c'est-à-dire l'hommage, de confectionner un parcours d'obsèques, une cérémonie en fonction du rite laïque ou religieux, en fonction de l'histoire de la famille et du défunt, où on peut se dire, même si c'est triste, je suis fière de ce qu'on a fait. D'accord, parce que vous constatiez qu'il y avait peut-être une approche trop commerciale dans ce que vous aviez pu vivre vous-même dans votre vie privée et que vous vouliez remettre un petit peu d'humain au cœur de ce moment aussi particulier dans la vie des familles. Exactement, de passer d'un métier de commerçant à un métier de service. Ce qui est pour moi la vocation du métier de conseiller funéraire et les personnes sur le terrain sont dans le service, c'est vraiment une vocation. Mais il me semble que le marché avait évolué vers des dynamiques beaucoup trop commerciales. Une entreprise qui est donc du coup présente dans plusieurs villes de France, qui existe depuis combien de temps ? Ça existe depuis 10 ans. D'accord. Et le sujet de savoir s'entourer lorsque l'on est entrepreneur, la question vous est venue au bout de combien de temps après la création de l'entreprise ? Au bout Voire même avant. de la peut-être. veille de la création de l'entreprise. Franchement, c'est une question permanente. D'accord. C'est la plus importante. Alors, quand on est une société de service, c'est fondamental, mais je pense pour toutes les histoires entrepreneuriales. Donc moi, je passe toujours beaucoup de temps à recruter. Vraiment, dans ma semaine, je passe 30% de mon temps à rencontrer des candidats potentiels, à valider les personnes qui nous rejoignent, à réfléchir à qu'est-ce que le bon parcours de recrutement aussi pour valider les compétences d'empathie et d'écoute qui sont essentielles dans notre métier. Et puis aussi de s'entourer dans notre écosystème. Souvent, on parle des équipes parce que c'est le plus important. Mais on fait aussi partie d'un écosystème. Donc, par exemple, si je prends l'exemple de notre secteur, quel est le lien entre une infirmière en EHPAD qui accompagne le dernier cycle de la vie et un agent de cimetière qui va parfois remettre l'acte de décès ? Voyez, en fait, on fait partie d'un même secteur, même s'il y a le secteur sanitaire, même s'il y a le secteur public, qui est le secteur de l'accompagnement de la toute fin de vie, de la fin de vie au sens littéral. Et j'ai toujours attaché beaucoup d'importance au lien entre nous pour comprendre les besoins et mieux travailler ensemble. Et après 10 ans, je peux vous dire que c'est un grand moteur et ça a beaucoup d'impact aussi pour les familles. Un mot d'une autre aventure entrepreneuriale, celle d'Andromé, ou plutôt la vôtre, Laetitia Vandeval, parce que Andromé, c'est la deuxième société que vous avez créée dans le domaine des cosmétiques. Après une première aventure entrepreneuriale qui ne s'est pas finie de la manière dont vous l'auriez souhaité, vous avez décidé de recommencer une nouvelle fois dans ce même secteur. C'est ça, de remonter à cheval dès le lendemain. Dès le lendemain de l'entreprise. Alors, racontez-nous, la première entreprise s'appelait... La première, c'était l'Amazona. On était les premiers à proposer des cosmétiques solides en France et dans le monde. Oui, dans le monde. Donc, une aventure assez folle qui a démarré quand j'avais 25 ans. Partie d'une petite idée, bootstrappée, comme on dit. D'accord, donc, sans fonds d'investissement, sans même d'emprunt à la banque. J'ai démarré avec un
compte bancaire à la poste sans découvert autorisé. D'accord. Oui. Voilà, donc un démarrage tout petit avec 2 500 € que j'ai fait grandir jusqu'à une entreprise qui faisait 10 millions de chiffre d'affaires. Et par contre, à ce moment-là, la concurrence est arrivée de manière massive. Donc, l'explosion qu'on avait connue en ascension, on faisait x2 sur le chiffre d'affaires chaque année. Donc, la dernière année, passée de 5 à 10, c'était sportif. Bien sûr, oui. Et après, on a reconnu la redescente. Hein. Alors, on est implanté dans la Drôme, les montagnes, ça nous connaît, mais là, c'était vraiment D'accord, un ouais, beau c'est pic. ça. Et du coup, la redescente, ça a été moins 3 millions par an pendant 3 ans. D'accord. Donc, une sacrée descente. Et là, avec toutes les procédures de conciliation, redressement, puis liquidation. Beaucoup d'apprentissage, D'accord. très intense en apprentissage. Un repreneur choisi à la barre du tribunal de à la commerce, barre ce n'est du pas celui que tribunal. vous imaginiez. Voilà, on sort de l'audience, mon avocat dit, bon ben voilà, ce sont les repreneurs qui ont prévu de te garder dans l'équipe qui vont avoir la reprise de ton entreprise. Donc en gros, demain, tu as encore du travail. Et finalement, coup de tonnerre, bim, le courrier tombe et maintenant, plus de travail. La première entreprise part par là et moi, je me retrouve toute seule, mais avec des entrepreneurs prêts à me faire confiance. D'accord. Et donc, 24 heures après, je leur dis que moi, je vais y retourner et on relance une marque de cosmétiques. Un exemple de résilience, quoi. Même pas une semaine de vacances. Dès le lendemain, on est reparti. Oui, Quoi. surtout pas de réflexion, droit devant. Et c'était il y a 1 an et quelques mois. Et donc Andromé est né. Et Andromé, pour le coup, le principe d'Andromé, c'est des cosmétiques, toujours. Des cosmétiques avec un nouvel engagement sur l'écologie autour de la cosmétique en partant de l'ingrédient. Donc, on va récupérer des noyaux de fruits autour de chez nous dans la Drôme, des noyaux d'abricot par exemple, que l'on presse pour en extraire de l'huile et qui servent de base à des cosmétiques de belle qualité. Et vous mentionnez le fait que dès le lendemain, il y avait des entrepreneurs qui étaient prêts à vous suivre. Je vous pose la même question. Cette conscience d'avoir besoin d'être accompagné quand on a un projet entrepreneurial, elle vous est venue du coup plutôt sur la deuxième entreprise, à l'issue de l'expérience de la première, ou comment ça s'est fait? Alors, en toute honnêteté, trop tardivement sur la première. D'accord. C'était la fougue des 25 ans. On se croit un peu tout puissant, surtout quand ça marche. Donc, j'ai mis trop de temps à me faire accompagner. J'avais un DAF en interne qui a fait un sacré travail en rassemblant autour de nous l'expert comptable, l'avocat d'affaires, le CAC, le commissaire aux comptes, en les mettant tous autour de la table sur des réunions régulières quand le bateau a commencé à basculer. D'accord. Mais Donc là, c'était trop tard. C'était trop tard. Est-ce qu'on aurait pu faire quelque chose? Bon, c'est une histoire bien spécifique, mais quoi qu'il en soit, il y avait ces parties prenantes avec des regards extérieurs et le recul nécessaire quand on est dans le creux de la vague. Johan Rivalan, expert comptable, avocat, banquier d'affaires ou banquier privé, qu'est-ce que ça vous évoque, ces deux histoires? Alors vous êtes au contact d'entrepreneurs plutôt sur des sujets de financement ou d'accompagnement patrimonial. Cette nécessité de se faire accompagner, vous la voyez? On vient vous voir toujours trop tard? On essaie de venir voir les gens avant qu'ils aient besoin de nous. Et d'abord, je voudrais dire que je suis très admiratif et ravi d'être là avec vous aujourd'hui, avec 2 entrepreneurs à succès, donc. Et j'admire ce talent, le fait d'oser, de créer, de construire. Et donc, nous, on est ravis chez UBS de pouvoir accompagner ces développements. On a beaucoup de chance puisqu'on accompagne des familles, des personnes qui prennent des risques et après, on les fait réfléchir. On essaie justement en amont, sur votre point, de les accompagner sur la structuration du patrimoine professionnel, le lien entre le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel. Et donc, on travaille de concert avec les personnes que vous avez citées, les avocats, les experts comptables, les fiscalistes, pour essayer de faire réfléchir. Donc ça, c'est sur la structuration du patrimoine, D'accord. mais aussi sur le secteur d'activité. Quelle est la suite? À quelle échéance? Et c'est toujours bien de réfléchir à ces sujets-là quand ce n'est pas pressé. D'accord, ok. Il faut y réfléchir quand tout va bien, c'est ça? Quand tout va bien, Donc, toujours, c'est venir, beaucoup plus simple. Venir voir ces conseils ou ces partenaires plutôt trop tôt que trop tard, si je comprends bien? Absolument. Et d'ailleurs, je pense que le témoignage le disait, il faut réfléchir à ça le plus tôt possible. Clémentine Piazza, pour les gens qui nous écoutent, les entrepreneurs qui nous écoutent, comment on fait pour bien s'entourer quand on est entrepreneur? Il y a une méthode? Je pense qu'il y a déjà une méthode quantitative du nombre de rencontres. C'est-à-dire D'accord. qu'en fait, la discipline de rencontrer des gens inspirants, on doit y dédier du temps. D'accord. Il faut être proactif dans la rencontre. Ça ne se fait pas par magie, il faut être proactif. En fait, il y a plein de gens qui sont prêts à nous aider, sauf que au démarrage, ils ne connaissent pas l'existence de l'entreprise et puis ensuite, ils ne connaissent pas les besoins. Donc, du coup, moi, j'ai vraiment compris en entreprenant qu'en fait, il fallait que proactivement, j'identifie les personnes que j'avais envie d'écouter. Par exemple, on a créé une académie chez In Memory de formation. Parce que comme on fait le métier différemment, je voulais que notre savoir-être, notre posture face aux familles soit transmise à mes équipes et je ne pouvais pas simplement me reposer sur le diplôme d'État. D'accord. Donc, je me suis dit, quel secteur a ce sujet de formation à grande échelle ?
évidemment l'hôtellerie. Et dans tous les grands groupes d'hôtellerie, il y a ces académies. D'accord, donc créer des ponts avec des secteurs complètement qui n'ont rien à voir potentiellement avec moi, le sien. Ce que je sais faire, c'est l'accompagnement des familles en deuil. Ça, c'est ma singularité et ça, on l'a développé nous-mêmes avec nos tripes et nos cœurs en écoutant nos familles. Ça, c'est une memory. Mais il y a plein d'autres problématiques autour de ça qui ont déjà été adressées par d'autres secteurs, dont c'est le cœur de métier, où j'ai plein de choses à apprendre. Donc, sur ce cas spécifique, je suis allée rencontrer ceux qui dirigent les formations de ces groupes d'hôtels et je leur ai dit, c'est quoi un onboarding? C'est quoi vos contenus? Qu'est-ce que vous avez à me recommander? Et je gagne un temps fou en faisant ça. Laetitia Van de Waal, vous avez plusieurs investisseurs, vous, au capital d'Andromé aujourd'hui. C'est ça aussi, se faire accompagner? C'est des gens qui sont dans le même bateau, même s'ils ne sont pas forcément tous les jours à l'opérationnel de l'entreprise? Exactement. Ils ne sont pas historiquement du même milieu non plus. Donc, quand on parle crème pour les cuticules, ça ne leur parle pas forcément. D'accord. Mais ils y sont allés quand même. Tout à fait. Et les mêmes logiques se répliquent d'entreprise en entreprise. Qu'on soit dans l'industrie lourde ou la cosmétique, on a finalement exactement les mêmes sujets à traiter. Même question qu'à Clémentine Piazza, comment est-ce qu'on fait pour bien s'entourer quand on est entrepreneur? Alors moi, je plus sois totalement sur le fait de se mettre de l'énergie à aller faire des rencontres et par de la cooptation, parce qu'on a un besoin de créer un lien très fort, très intime avec son avocat d'affaires notamment, qui va être un vrai partenaire. Donc il faut qu'on se connaisse vraiment pour pouvoir qu'il nous emmène dans la bonne direction aussi. Et donc la cooptation, ça veut dire quoi? Ça veut dire le bouche à oreille? Ça veut dire on discute entre entrepreneurs, on pose la question à l'un de ses partenaires pour savoir s'il ne connaît pas quelqu'un d'autre qui peut potentiellement venir l'aider, c'est ça? C'est ça. Et qui a un partenaire de confiance depuis 10 ans, allons-y, allons le rencontrer. Johan Rivalan. Je rebondis effectivement sur la mise en relation et l'écosystème où on essaie de faire rencontrer des entrepreneurs des mêmes secteurs, les faire réfléchir ensemble. Qui de mieux qu'un entrepreneur pour conseiller un entrepreneur? Donc le banquier là-dedans est l'intermédiaire de confiance. Il met en relation et aussi il fait réfléchir, je le disais, à la suite. Quelle est la suite? Est-ce que c'est l'entrée d'un minoritaire au capital? Est-ce que ce minoritaire, c'est un fonds d'investissement avec ses objectifs et son temps d'investissement? Est-ce que c'est une autre famille? Est-ce que c'est une autre famille française? Mais est-ce que c'est une famille européenne? Est-ce que c'est une famille asiatique, américaine? D'accord. Et donc, toute cette réflexion, on essaie de l'avoir là aussi en temps de paix, en amont, pour aider à poser les prochaines étapes. D'accord, poser toutes les questions et donc ensuite affiner une stratégie, si je comprends bien. Et c'est l'avantage d'une banque intégrée, c'est de pouvoir accompagner l'entrepreneur sur cette dimension patrimoniale, fiscale, M&A. D'accord. Et ensuite, à un moment aussi, de l'investissement, la diversification professionnelle, personnelle, dans le temps long, de la famille, de la transmission, du leg. Tous ces aspects-là sont traités par les mêmes personnes. Rapidement, Clémentine Piazza, vous avez dit qu'il y avait plusieurs boutiques aujourd'hui en France. C'est des questions que vous vous êtes posées justement de comment est-ce que je développe une fois que j'ai alors j'ai dit boutique, pardon, justement, vous n'êtes pas sur une approche commerciale, mais vous aviez une première implantation. On appelle ça les maisons in memory. D'accord, là vous avez une première maison in memory. Oui. Quand il a fallu développer effectivement l'activité, quelles sont les questions que vous êtes posées justement sur comment est-ce que j'y vais, quelle est la stratégie? Ouais, alors, il y avait un sujet immobilier, mais à la limite assez basique. Et j'avais surtout un sujet de design et d'atmosphère. D'accord. Parce qu'on reçoit les gens dans un moment très particulier de leur vie, juste après l'annonce du décès. Et moi, je crois beaucoup au rôle performatif des lieux. Et donc, en fait, quand on est entrepreneur, vous savez, il y a le plan d'action classique qu'il faut comprendre et exécuter de manière professionnelle. Et ensuite, il y a le sujet ou la problématique où là, il faut être bon. Il faut vraiment avoir la vista, la vision, etc. Et pour moi, c'était design. Et donc là, je suis allée voir un architecte que j'admire beaucoup, dont j'aime aussi l'aura. D'accord. Et là, c'est vraiment la conviction de l'entrepreneur qui suit. Je lui ai dit, en fait, il faut que ce soit toi. C'était au tout démarrage de l'entreprise, donc ça ne pourra pas être à ton niveau d'honoraire classique, mais je pense qu'il y a un chemin qu'on va faire ensemble. Voilà, et puis les créatifs, ils adhèrent aussi à ces missions très sensibles, et ça a été une rencontre qui a fait ensuite des lieux vraiment incroyables. Donc, je vais vous faire réagir, vous, Laetitia Van de Waal, parce que l'heure tourne, mais si je comprends bien ce que nous dit Clémentine Piazza, c'est qu'il faut réussir à mobiliser des partenaires qui sont potentiellement dans la même dynamique que la nôtre, même si on est dans des secteurs complètement différents ou dans des métiers complètement différents, c'est ça? Ah oui, tout à fait, mais le sujet de s'entourer au mieux, au plus fort aussi. Ne pas hésiter à aller voir des gens qui savent beaucoup mieux que nous. D'accord. Tout à fait. Y aller avec du culot, parce qu'en plus, une petite étincelle un peu naïve peut aussi leur plaire. C'est un petit peu ce que vous racontez. Johan Rivalan, et on conclura avec vous. On a besoin des entrepreneurs. D'accord. On est ravis de les. Je pense qu'il faut qu'ils soient bien accompagnés. Je pense qu'il y a un écosystème qui est joli. Il faut se remettre en question. Il ne faut pas hésiter à prendre des risques. Les risques sont en général contrôlés. Et c'est vrai que, encore une fois,
70% des entreprises sont des entreprises familiales. C'est un sujet extrêmement important aujourd'hui en France. On a des sujets de transmission, on a des gros sujets. Et donc, vive les entrepreneurs et on est là pour les aider. Merci à tous les trois. Joanne Rivalan, directeur de la banque privée d'UBS, Clémentine Piazza, fondatrice de InMemory, et Laetitia Van de Waal, fondatrice de Andromé. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite pour la dernière partie de l'émission, l'œil de l'expert. Et pour finir cette émission, l'œil de l'expert, où nous avons le plaisir de retrouver en plateau Joanne Rivalan, directeur de la banque privée d'UBS. Joanne Rivalan, à la suite des discussions qu'on a pu suivre dans cette émission avant, il y a une question quand même qui se pose, c'est comment, quand on est entrepreneur, on anticipe la suite et on s'entoure pour potentiellement anticiper la stratégie à 5-10 ans de l'entreprise. Et c'est effectivement une des questions majeures, puisque l'entrepreneur, et vous le savez, et tout le monde le sait, est quand même plongé la tête dans le guidon dans son quotidien, et en général a peu d'occasion de réfléchir à ce qui se passe après, en étant dans une dynamique de croissance à tout prix. Et c'est notre rôle en étant banquier, en étant expert, avec ce modèle de banque intégrée, d'aller discuter avec l'entrepreneur des prochaines étapes. D'accord. La prochaine étape, ce n'est pas forcément la cession. Ça peut être la cession partielle, donc l'entrée d'un minoritaire au capital. Pourquoi ? Pour justement financer l'étape de croissance supplémentaire. Et donc toute la réflexion sur avec qui s'associer, quel type d'acteurs faire rentrer, quel type de philosophie. D'accord. Et j'insiste beaucoup, puisqu'on a beaucoup parlé des fonds d'investissement ces dernières années. Et aujourd'hui, on parle aussi des familles. Les familles veulent rentrer au capital dans des entreprises familiales, veulent accompagner via les family office, effectivement, les family office, donc les single family office, le family office d'une famille en particulier, qui veulent eux-mêmes diversifier leur patrimoine dans des secteurs d'activité différents. Et donc, je pense que ça, c'est un écosystème qui est maintenant à la disposition des entrepreneurs et on est ravis d'aider les entrepreneurs sur cet aspect-là. Trouver des family office qui sont prêts à investir dans son entreprise, celle qu'on a créée depuis plusieurs années, ça ne se fait pas comme ça. Ça veut dire quoi ? On passe par des intermédiaires, par un écosystème ? On passe par UBS d'abord. D'accord. Plaisanterie mise à part, effectivement, ça ne se fait pas comme ça. Donc, c'est d'abord des rencontres, mais ensuite, c'est un process. C'est du M&A, quelque part. D'accord. Mais avec des acteurs qui sont structurés différemment d'un fonds d'investissement, qui ont l'avantage d'avoir un temps long et qui raisonnent sur des KPI financiers, mais aussi sur une adéquation avec le business, avec les dirigeants, avec les fondateurs. Et c'est vrai que chez UBS, on essaie d'accompagner moins de dossiers, mais de les accompagner dans la qualité et dans le temps. Et ça, c'est un vrai travail humain assez profond en réalité. Si on veut faire rentrer un acteur, que ce soit un fonds d'investissement, un family office, au capital de sa société pour financer la croissance, est-ce qu'il faut réfléchir en même temps à son patrimoine personnel et à du coup la gestion de son patrimoine personnel ? Effectivement, et on est exposé à tout un tas de situations, la transition du professionnel au personnel. Mais est-ce qu'après, le personnel, c'est pour avoir une vie différente ? Est-ce que c'est pour réinvestir ? Est-ce que c'est pour réinvestir dans une société ? Et redémarrer un cycle? Est-ce que c'est pour investir pour sa famille et les générations d'après? Et donc, dans les marchés cotés, les marchés non cotés, la diversification géographique, tout est possible, mais ce sont des questions critiques qu'on doit se poser avant l'étape du M&A, qui devient là nouveau une machine à laver intellectuelle. Et donc, il faut absolument se poser ces questions le plus tôt possible. Merci Joanne Rivalan de nous avoir accompagnés dans l'œil de l'expert, donc dans cette émission Smart Patrimoine, édition spéciale accompagnement des entrepreneurs. Je rappelle que vous êtes directeur de la banque privée d'UBS. Merci beaucoup. Merci beaucoup Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Be Smart for Change.